Hey, what's up, guys? Je suis votre host Ray Antonio pour un autre Yellow Sea Podcast. Bienvenue à mon bureau, ici directement de Lamborghini, Montréal. Et si vous vous souvenez, j'ai fait une publication avec un invité, en particulier un investisseur, au mois de septembre. Et sûrement, vous avez vu le clip. Puis on s'est donné, genre, vraiment le rendez-vous de se revoir pour un part 2. Et là, voilà, j'ai décidé de l'inviter ici, chez Lamborghini Montréal. Et comme vous le savez déjà, Alexandre Guilbeault de chez la famille Guilbeault, investisseur. Salut, comment ça va? Bon matin, mon ami, ça va bien? Yeah, ça va très bien. We're back to back again. Donc, on dirait qu'on vient de se voir il n'y a pas longtemps. On s'est vu il n'y a pas longtemps dans une de nos business. Exactement. Puis c'est le fun, les gars. C'est ça que j'adore du podcast, où est-ce que il va toujours avoir des personnes où est-ce que, tu sais, il va y avoir une connexion, il va y avoir quelque chose qui se passe, puis on fait évoluer les choses, puis je suis content aussi de te compter ici avec moi, tu sais, vraiment, quand je me suis dit qui je pourrais inviter à venir faire un épisode dans cet espace-là qui est quand même assez prestigieux, exclusif. J'adore les autos. Tu m'as eu par les sentiments, tu sais à quel point j'aime les voitures. Et là, faut que je me retienne en ce moment parce qu'il y en a deux qui ont piqué mon amour assez profond. La carte va juste swipe. Le PayPass, là. T'as jamais vu un PayPass comme lui à Alexandre. J'aimerais ça voir ça. C'est vraiment juste quelqu'un passer une transaction comme ça. J'avais lu qu'aux States, il n'y a pas de limite sur le PayPass. C'est quelque chose de canadien. C'est juste les Canadiens qui mettent des limites à beaucoup de choses. Comme Chris, tu sais, comme j'ai une amie dernièrement qui est allée passer genre 2 mois en Californie, puis elle revient ici. Est-ce qu'elle bâche tellement, genre, comment on fait les choses? Dit comme, tu sais, par exemple, elle est là-bas en Californie, elle est allée à Silicon Valley. Fait qu'elle dit, là-bas, le risque est bien vu. Les défaites sont, qu'est-ce qu'on apprend de cette défaite-là? Mm-hmm. Comment on peut faire mieux? Contrairement, quand elle revient ici, elle est allée à un événement, mais le risque, c'est comme, non, fais attention, brûle-toi pas. Ta défaite, tu vas être perçu comme, t'es pas une bonne personne, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais au contraire, tu sais, c'est comme, tu peux pas apprendre si t'as pas, genre, fait des erreurs. Je suis à 100% d'accord. Tu sais, la seule personne que je connais dans la vie qui fait aucune erreur, c'est celle qui fait rien. Puis, justement, dans l'éducation, si on parle d'éducation, comme ici, genre, mettons, t'es comme puni si t'as des mauvaises notes ou si les choses, tu suis pas la grille, la ligne directrice qu'on te donne. C'est dommage, parce que, encore là, je pense que c'est là que j'ai dit, j'ai écrit le commentaire, ben, c'est ça le petit Québec. C'était ça. Merci de la correction. Pour quote Morgan Freeman, I'm encouraged with what I saw. Tu sais, je regarde les gens en 2025 au Québec. La consommation, la méthode, la vision change. Est-ce que c'est parfait? Non. On a des enjeux générationnels qui restent, que les gens ont peur de l'argent, les gens ont peur du succès, les gens ont une vision négative de tout ce qui est risque, de tout ce qui est croissance, de tout ce qui est changement, de tout ce qui est différent. Mais c'était vraiment très, très vrai pour mes grands-parents. C'était vrai pour mes parents. C'est moins vrai pour mes chums de mon âge. Puis, je pense que c'est pas vrai pour les entrepreneurs qui ont 20 ans en ce moment. C'est peut-être juste ma perception qui change à force de vieillir. Peut-être que la perception que j'ai de ces gens-là en ce moment est plus basée sur la jeunesse qui est un peu moins consciente des différents risques, des différentes situations. Mais ce que moi je vois, il y a beaucoup de jeunes dans le début vingtaine, entre 20 et 25 ans, qui viennent me voir puis qui me parlent positivement de ce que je fais, du succès que j'ai, des choses que j'ai faites dans le passé, puis de comment s'inspirer puis travailler à partir de ça. Fait que je pense que le syndrome du petit Québec existera peut-être plus dans 40 ans. Tu sais quoi? J'ai eu ces conversations, puis tu sais, moi, mon hypothèse serait que du moment que les milléniaux et Gen Z auront le leadership, admettons, du gouvernement, c'est là qu'on va commencer à avoir un gros shift
même dans la façon de penser. Parce que je pense que, tu sais, en ce moment, c'est dirigé par des personnes, justement, qui ont cette mentalité un peu, genre, antérieure, traditionnelle. Je comprends ton point, puis je peux pas faire autre chose que pas être d'accord. Puis les gouvernements changent. Les positions des différents gouvernements changent tout le temps. Puis je pense, à tort ou à raison, que le gouvernement a peu ou pas d'impact sur ce que je pense, puis comment je vois la vie. Puis je pense pas que si je te demande à toi, je demande aux gens ici ou aux gens même en ligne, si ils sont d'accord avec qu'est-ce que le gouvernement dit qu'on devrait penser ou la ligne directrice qui est envoyée par le gouvernement, si les gens sont d'accord avec ça. Je pense que le changement va se faire au niveau des ménages. Fait que je pense que tu as raison sur quand les changements de gouvernement vont arriver puis que la Gen Z va prendre la place, le changement va avoir été fait, mais je pense qu'il va avoir été fait des ménages vers le gouvernement et non du gouvernement vers les ménages. Hey, what's up, guys? Mangerez-vous votre pizza dans une de ces voitures-là? Moi, si je peux le permettre, ben oui, pourquoi pas. Et c'est pour ça que vous allez le faire aussi du moment que vous achetez la Lamborghini, mais avant tout, quelque chose que vous pouvez acheter immédiatement, c'est une pizza chez Pizza Salvatore. Et en ce moment, allez goûter une édition limitée, la pizza fondue chinoise. Je l'ai essayé, c'est exquis. Il vient avec des sauces de votre choix. Moi, je vous le conseille, c'est quelque chose qui était complètement différent, qui sort hors de ma palette. Donc, je vous conseille d'aller l'essayer. Utilisez le code promo YSP et encouragez Pizza Salvatore, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Vous voyez, qu'est-ce que vous faites, guys? On se retrouve dans des bureaux comme celui-ci chez Lamborghini Montréal. Let's go! Non, c'est vrai. Puis, tu sais, j'aborde ce point-là parce que le chiffre de nous, notre génération, par exemple, on a vu la transition. On pense différemment. On est beaucoup plus... On prend des risques. On saute. On prend l'entrepreneuriat. Je trouve que, tu sais... Peut-être parce que maintenant, c'est l'accessibilité à l'information est beaucoup plus large à cause des médias sociaux. Là, on l'entend plus de gens se lancent. Mais je pourrais dire qu'à la fois, on est capable d'être mieux éduqué. Ou est-ce que, tu sais, je prends quelqu'un... Puis ça, c'est la beauté de ce podcast-là que je voulais construire. C'est justement avoir des gens comme toi où est-ce qu'ils ont fait certaines choses. Puis de ces actions-là, comme tu peux voir, un résultat basé sur tes réussites. Puis peu importe c'est avec quoi la réussite qu'une personne peut considérer. Dans ton cas, ben regarde, on a eu la conversation off-record où est-ce que depuis qu'on s'est parlé la première fois, ben regarde, tu m'as beaucoup allumé sur c'est quoi genre un family office, un terme que j'étais inconnu jusqu'au moment que je t'ai rencontré. Puis après là, depuis que je t'ai parlé, je suis comme j'ai comme une nouvelle ambition de certaines choses que je veux, juste comme OK. Comme t'as mis une lumière, qu'est-ce que je vois? Fait que c'est pour ça que je trouve que des gens comme nous, on va juste donner une lumière à comme il y a un monde où est-ce qu'on nous parlait pas autant parce que on a cette mentalité-là, mais maintenant que il y a un nouveau leadership, ce leadership-là, il prend plus des risques, mais des risques aussi qui sont calculés puis avec des résultats où est-ce qu'on voit des chiffres de changement. Tu penses-tu que, il existe un concept en ce moment que des fois j'ai l'impression que les gens oublient, qui est l'isolation qu'on se crée soi-même. Tu sais, avec les différentes plateformes de médias sociaux, entre autres, puis avec notre entourage ou les différents événements, les endroits où est-ce qu'on va, on a tendance, moi ça m'a coûté cher de faire cette erreur-là dans le passé, là, mais on a tendance à penser que tout le monde a la même volonté, les mêmes capacités, la même vision, mais c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, c'est normal que dans ton cas à toi, dans ta situation, tu vois plus facilement le fait de dire il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'entrepreneuriat parce que tu es un entrepreneur puis les gens autour de toi sont des entrepreneurs. Fait que dans ton cercle, biaisé, là. Dans ton cercle, là, ta perception est basée sur ton recognition de ce qui est autour de toi. Mais si on regarde le data, je serais curieux, puis j'ai pas l'information, mais je serais curieux de voir à quel point est-ce que le pourcentage d'entrepreneurs a vraiment augmenté. Mais il me semble que j'ai vu une stat que c'est même, ça l'a régressé. J'ai pas checké ça. Pour vrai, je suis curieux. Puis je pense que ça l'a baissé. Je pense que la barrière est plus compliquée. En fait, on est dans une situation, en ce moment, on est dans un moment dans l'histoire du Québec qui est différente. Où est-ce que, avec le COVID, il y a eu énormément d'entreprises qui sont restées sur le respirateur artificiel pendant 1 ou 2 ans. Puis après, ces entreprises-là sont mortes. Mais là, il y a beaucoup de gens qui s'étaient partis en entrepreneuriat puis que finalement, ils se rendent compte que c'est pas nécessairement évident. Puis
le gros désavantage de la PCU qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés à avoir un BS artificiel. Fait qu'on s'est mis dans une position où est-ce qu'une grosse portion de la génération qui commence à travailler là n'a pas l'envie ou l'intérêt réel de travailler. Fait que dans leur perception, parce que leur expérience, quoique limitée, est basée sur « je fais pas grand-chose puis le gouvernement me paye », ils n'ont pas nécessairement le goût ou l'intérêt de devenir entrepreneur puis de combattre ça. Mais ça, c'est encore une fois ma perception, ma vision qui est extérieure, biaisée sur ce que moi je vois à toutes les semaines. Tu sais quoi? On pourrait genre aborder le UBI, Universal Basic Income, à la fin de ces conversations. Mais justement, je pense qu'on peut faire le pont ici directement. Le sujet qu'on voulait aborder, que moi, que j'ai vu que tu as l'expertise, puis que c'est l'acquisition d'entreprise. Je reviens au point que dans mon cas, là, après, ça fait 10 ans que je gère des business, puis il y a une difficulté que le monde ne réalise pas des fois, qu'on ne voit pas dans les médias sociaux. C'est toujours en train de suivre vraiment certaines personnes qui sont en business. Tu ne vois pas peut-être le défi que ça prend à commencer une business de zéro puis l'amener à un certain point. Puis une fois que tu es avancé dans le processus, tu comprends l'entrepreneuriat, tu comprends la business, comment ça roule. Moi, la rétrospection que j'ai faite, c'est que, tu sais quoi? J'achèterais une business plutôt qu'en lancer une de zéro. Je trouve que j'aurais beaucoup plus de potentiel à le faire. Mais pour le faire, il faut bien le faire. Parce que aussi, je pense qu'on peut tomber aussi dans le néant que c'est pas n'importe quel business qui est fait pour n'importe qui. Effectivement. Puis, j'aimerais savoir aussi un peu ton expérience derrière ça. OK. Je veux voir vraiment dans ton point de vue, vraiment, c'est quoi, qui tu es comme entrepreneur, comme, on dit un entrepreneur en série, c'est ça que tu peux être considéré. Tu achètes des business. Comment tu le fais? Comment tu sélectionnes? Qu'est-ce que tu déconseilles? Ou ça serait quoi les premières étapes que je voudrais parcourir avec toi durant ces conversations-là? Beaucoup de points dans ta question. Fait que je vais essayer de couvrir le plus large possible. Ouais, quel est ton profil de acheteur d'entreprise? Mon modèle d'affaires est vraiment pas pour tout le monde. Puis il est basé sur beaucoup d'expérience. Fait que tu sais, les entrepreneurs, surtout ceux qui veulent se lancer, devraient pas prendre exemple sur ce que je fais. Devraient plus regarder peut-être un modèle qui est différent. Fait que pour répondre à la première question, la chose que je recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, les premières étapes, serait commence par faire un test comme le Nova ou ce genre de test-là qui va te permettre d'avoir une vision moins biaisée de qui est-ce que tu es pour vrai. Voir c'est quoi tes forces, voir c'est quoi tes faiblesses, puis commence à travailler à partir de ça pour voir c'est quoi le type de business ou le type d'industrie qui pourrait être intéressante pour toi. Fait que, étape numéro 1, apprendre à se connaître comme entrepreneur, apprendre à se connaître comme investisseur. Tu sais, aujourd'hui, oui, je suis un entrepreneur encore, mais je suis beaucoup plus un investisseur qu'un entrepreneur. Tu sais, dans mon modèle d'affaires que j'ai maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas, j'achète pas de parts majoritaires d'entreprise. J'achète des parts importantes. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'entreprises qu'on a fait des acquisitions en Ontario avec un groupe, mais je suis pas majoritaire, puis j'ai le contrôle de rien. Il y a d'autres mondes qui s'occupent de ça à ma place. Pourquoi tu irais plus juste prendre un pourcentage plutôt que l'entièreté de l'entreprise? Où est-ce que moi je suis rendu dans la vie, c'est ce que je suis capable de faire qui est le plus rentable. Parce que je vais prendre un exemple. J'achète 40%, mais là, mettons, j'achète en ce moment 50% d'une société. Puis dans le 50% de la société que j'ai pas pris le swinging vote. Je l'ai laissé à un tiers indépendant. Puis la raison pourquoi est-ce que je fais ça, c'est que c'est pas moi qui va l'opérer, la business. C'est pas moi qui va payer les fournisseurs, payer les comptes, être la personne qui représente la société dans plein d'événements. Moi, je suis un investisseur. Mais quand tu choisis d'investir, tu peux choisir d'investir du temps, tu peux choisir d'investir de l'argent, de l'expertise, des contacts. Il faut que tu regardes qu'est-ce que tu vas apporter à la table que tu n'apporteras pas si tu n'es pas propriétaire. Fait que, tu sais, cette entreprise-là qu'on est en train de faire l'acquisition, c'est une entreprise avec laquelle j'aime énormément les opérateurs. Je sais que c'est des gens de qualité. Puis en ce moment, j'ai fait des projections, puis je sais que je suis capable de faire fois 20, fois 30 leur chiffre d'affaires sur une période de 12 à 24 mois.
Je le sais parce que je connais excessivement bien leur modèle d'affaires, je l'ai analysé, je l'ai structuré. Mais dans tous les business dans lesquels moi j'investis, c'est tout le temps la même logique. Je regarde en me disant qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je peux avoir un impact réel et important dans cette business-là? Est-ce que je peux la faire scaler up avec peu ou pas d'effort? Si la réponse c'est non, ben malheureusement, je ne vais pas de l'avant. Si la réponse c'est oui, je vais l'analyser, je vais aller plus loin. Fait que toi, tu prends aucune opération, mais tu vas prendre un peu la stratégie puis la direction où est-ce qu'on peut-être améliorer certaines décisions, tu sais, justement, parce que tu es capable de l'amener fois 20, fois 30, comme tu le dis. Tu dois avoir une implication sur, OK, ben, qu'est-ce qu'on va tweak dans le modèle d'affaires ou quel marché on va amener de plus. C'est quelque chose comme ça que tu positionnes? Mais, tu sais, je vais prendre un bon exemple pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas bien leur modèle d'affaires. Un exemple super connu que tout le monde connaît, c'est McDonald's. Les gens, à la base, de consommateurs qui ne connaissent pas ça, pensent que McDonald's, c'est une business qui vend des burgers. Mais à la base, McDonald's, c'est une business de real estate, d'investissement immobilier. Fait que, souvent, c'est d'apporter cet angle-là, cette perspective-là qui a énormément de valeur. C'est ça que tu vas tweak, excuse. Exact. Fait que souvent, de dire on va mettre l'échelle sur le bon mur, on va perfectionner l'énergie puis le mettre au bon endroit, peut faire une différence majeure sur la réalité puis le futur de l'entreprise. Je vais prendre un autre exemple. Je me suis fait proposer, il y a quelques semaines, d'obtenir 40% d'une société qui a 20 millions de chiffres d'affaires par année. Super belle business. Il me donne 40% de ça. Sais-tu qu'est-ce qu'on a dit? Non. Non. Puis ça me fait de la peine parce que j'aime l'opérateur, j'aime la business, mais j'ai beau de la regarder puis le tourner d'un bord puis de l'autre, je suis pas capable de créer de la valeur pour cette société-là. Je suis pas la bonne personne pour amener la société à un autre niveau. Est-ce que je vois des éléments, des choses qui pourraient être faites? Oui, mais ça va me nécessiter beaucoup de temps et d'énergie pour comprendre, me structurer puis être capable de réellement créer de la valeur pour cette entreprise-là. Tant que je fais pas ça, je suis pas capable de réellement créer de la valeur. Je suis pas capable de réellement faire la différence. Fait que ça vaut pas la peine pour moi. Fait que, dans le fond, si je comprends bien, prenons l'exemple d'une de ces voitures-là ici. Toi, tu serais plus tendance à prendre que la voiture, elle est prête à être pilotée, puis peut-être, ben regarde, je pense qu'on va mettre des pneus plus performants, plutôt que dire, ça c'est la carrosserie, il va falloir changer le moteur, il va falloir changer les roues, il va falloir peut-être changer certaines choses d'aérodynamique pour maintenant la rendre plus performante. Tu vas être la première option. En fait, mettons, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les deux véhicules qui sont en avant de moi. Qui est comme, il y a une Ducati puis il y a un Lamborghini Urus en avant de moi. Mon point, mettons, c'est que souvent, les gens vont prendre la Ducati en disant c'est un véhicule qui va coûter moins cher en essence en utilisation. Fait que je vais utiliser la Ducati pour être capable de faire tous mes besoins de transport. Mais dans les faits, la Ducati, c'est excellent si tu as besoin de te promener dans le trafic, dans des embouteillages. Mais si tu as besoin de t'en aller au hockey avec tes enfants, tu vas faire vraiment un meilleur bout de chemin avec le Urus. Fait que souvent, c'est juste d'être capable de dire ton véhicule que tu as en ce moment, là, c'est un Urus. Si tu vas aller te promener dans le trafic puis faire du zigzag, c'est pas le bon véhicule. Mais en ce moment, ou le même principe, tu vas aller au hockey avec tes enfants, une Ducati, peut-être pas le bon véhicule. Okay, souvent, c'est surtout de dire tu as le bon véhicule pour une chose, mais tu l'utilises pas à son plein potentiel. What's up, guys? Donc, vous avez un goût pour les voitures rapides, ben c'est pour ça que vous avez besoin d'une tenue qui va aller aussi rapide. Donc, chez Middleman, vous avez l'option de plusieurs habits disponibles dans leur showroom. Puis encourager Middleman, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'aller avec le veston couleur saumon. Pourquoi? Ben, ça match les voitures qui sont aussi colorées, qui sont aussi féroces, mais qui impressionnent au premier regard. La même chose que les habits chez Middleman. Les encourager, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Let's go. Allez voir au 8815 Avenue du Parc, suite 201. Let's go, guys. Fait que dans le fond, tu sais, toi, quand tu as vu cette entreprise-là que tu as refusé, c'est que tu voyais juste que pour peut-être tes plus gros objectifs, cette entreprise-là va pas te permettre à t'emmener. Non, c'est même pas pour moi, c'est le contraire. J'ai regardé l'entreprise. L'entreprise a 20 millions de chiffres d'affaires par année, puis je suis convaincu qu'ils peuvent aller à 100 millions de chiffres d'affaires par année au courant des 3 prochaines années. Je suis convaincu qu'ils sont capables de faire ça. Mais je suis aussi convaincu que moi, je peux pas les amener là. Je suis pas la bonne personne. C'est en quel domaine? Les amener là. Agriculture. Agriculture, OK. Puis, admettons, OK, prenons un exemple comme ça, tu sais,
c'est quoi vraiment peut-être la barrière aussi? Y a-t-il une barrière tangible que tu peux partager, que tu voyais? Je connais pas assez. Fait que tu connais pas juste le domaine, c'est juste que tu veux pas t'aventurer là. Warren Buffett dit que pour être capable de réellement créer de la valeur ou pour être capable de te rendre riche, investis puis mets du temps puis de l'énergie où est-ce que tu connais et comprends ce que tu fais. Dans le domaine de l'agriculture, mes connaissances sont excessivement limitées. Puis au niveau de la croissance et de la gestion, mes connaissances sont aussi excessivement limitées. Fait que, autant que je peux être un excellent homme d'affaires, puis si je décidais de dire je vais mettre 100% de mon temps et de mon énergie là-dessus, je serais peut-être capable de le faire. Que en ce moment, ça va me demander du temps, des efforts, des sacrifices que je suis pas prêt à faire, puis que quelqu'un d'autre va prendre vraiment moins de temps et d'énergie pour atteindre le même résultat. Tu sais, qu'est-ce qui est fou, ce que tu viens de dire, c'est que hier, j'étais dans une formation sur du financement stratégique, puis un des conférenciers qui est venu, tu sais, vraiment prêter, genre vraiment son savoir, c'était M. Goudzo, connu des cinémas. Puis il a dit à peu près la même chose, dans des lignes très similaires. Parce que lui, il disait comme, gars, si tu me présentes un projet dans lequel, genre, je ne connais rien, j'ai pas de valeur dessus parce que l'affaire, c'est pas que je suis pas capable de le monter, c'est juste que j'ai aucune valeur ou est-ce que je vais pouvoir amener une valeur de plus. Contrairement, si tu m'amènes une business qui va être sur la restauration, la construction ou sinon le cinéma, à ce moment-là, je peux te dire exactement qu'est-ce qui peut fonctionner. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai déjà une infrastructure, j'ai déjà un réseau autour de ça, puis cette business-là que je pourrais investir va amener une valeur de plus. Puis par exemple, tu sais, un exemple qu'il a donné, il a investi dans une business de T-shirt. Parce qu'il a vu que, admettons, le T-shirt, pour le cost, était à 1,50 $. Il le vendait à 15 $. Puis il dit, ben tu sais quoi, j'ai investi dans cette entreprise-là parce que tous les t-shirts maintenant de mes business, je vais pouvoir les faire au cost plutôt que payer genre un prix négocié à un autre fournisseur. Fait que là, j'ai une valeur de plus. Puis tu es capable de, ce business-là maintenant est capable de rouler avec un nouveau client, tu sais, par exemple. Mm-hmm. Oui, c'est exactement ça. Il a créé de la valeur dans son deal. C'est quoi la plus grande erreur que tu peux voir peut-être certains entrepreneurs qui veulent vendre une business à un investisseur? Il y en a plein, là. Tu sais, les gens qui veulent vendre leur business, on est dans un contexte économique où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Fait que un des grosses erreurs que je vais voir, c'est surestimer la capacité du vendeur. Surestimer, la capacité de l'acheteur. Ouais. Parce qu'il se dit, je veux vendre mon char tellement ou ma business tellement que je vais faire n'importe quoi pour le faire. Fait que tu sais, ils se mettent des lunettes roses, là. Ensuite, l'autre erreur que je vais voir beaucoup les gens faire, c'est de mettre un critère ou un qualificatif émotif à la valeur. Je vais prendre un exemple. Il y a une business que je connais, qu'en ce moment, leur chiffre d'affaires est négatif. Ils perdent de l'argent à chaque année. Là, sont en train de se remonter. Puis pour vrai, ça va vraiment mieux, mais ils ne tournent pas de profit encore. Puis il faut encore que les propriétaires pitch in. Puis là, ils veulent vendre des parts à quelqu'un. Puis il me disait hier, ça a une grosse valeur, la business. Il est chanceux, cette personne-là, si on lui donne le droit de s'acheter des parts, d'investir avec nous autres. C'est un méchant bon deal pour lui. Puis moi, j'ai dit non, ça ne l'est pas. Parce que, concrètement, il achète des dettes, puis une obligation de remettre de l'argent sur plein d'autres fréquences. Les gens surestiment souvent la valeur de leur société parce qu'ils mettent une émotion dessus. Ou ils vont essayer de la vendre avec un premium basé sur un potentiel, en oubliant une chose super claire. Dans l'acquisition d'une business, tu vends les chiffres passés, pas futurs. Parce que le futur, il n'est pas garanti, puis c'est la personne qui l'achète qui est responsable de le faire arriver. Tu peux pas vendre puis essayer de faire un premium basé sur le potentiel si tu n'as pas réalisé toi-même ce potentiel-là. Très bon point. J'aime bien ce point-là. Y a-t-il des business que toi, tu vois actuellement que tu n'investirais pas? Il y en a plein, là. Y a-t-il un domaine qui a vraiment été fait peur? Mettons, par exemple, un restaurant. Tu game pour ça? En ce moment, là, j'aurais moins peur d'un restaurant qu'une entreprise de services conventionnelle.
j'ai moins peur en 2025 d'acheter un restaurant que d'acheter un cabinet comptable ou d'acheter un bureau d'avocat ou un bureau d'architecte ou d'ingénieur. Pourquoi? Les AI. J'ai des chums ingénieurs, là. Moi je suis pas ingénieur, fait que prenez avec des pincettes ce que je dis là, qui m'expliquait qu'il a fait faire des tests avec les AI sur certains rapports puis certaines tests de résistance sur des pièces où je connais pas ça, puis que les AI faisaient le meilleur job que des ingénieurs en 1/10 du temps. Puis là, après ça, il faut comprendre, là, est-ce que les AI, c'est parfait? Non. Est-ce que c'est au point dans tout? Non. Est-ce que je pense sérieusement que ces business-là, dans 3 ans, vont vivre sur des respirateurs artificiels d'autres professionnels qui empêchent l'avancement technologique parce qu'on est au Québec? Je pense que oui. En ce moment, les gens, un jour, vont devoir réaliser que c'est comme quand Uber est arrivé, puis que l'industrie du taxi se sont mis à être offusqués pis tout, là, mais il faut être capable d'accepter une affaire. Là. L'avancement technologique va rentrer. À un moment donné, les différentes ordres professionnels qui essayent de jouer à qui pisse le plus loin tout le temps, il va falloir qu'ils se mettent de l'eau dans leur vin puis qu'ils acceptent que malheureusement, il y a une machine qui est capable de faire la job pratiquement aussi bien que la personne qui s'est pas rendue vraiment compétent et indispensable. OK. Non, ben, je suis d'accord avec toi, justement. Puis c'est drôle que tu amènes le fait de cette barrière-là de mentalité, peut-être dans le cas des ordres, où est-ce que, tu sais, ils vont continuer à pousser, tu sais, admettons, on peut voir un syndic, par exemple, qui vont continuer à essayer à pousser, tu sais, pour, il faut qu'on ait le syndicat, il faut qu'on protège, tu sais, les employés, puis je peux comprendre l'éthique un peu derrière ça, mais à la fois, tu sais, justement, les barrières, les limitations. Admettons, si on parle d'Amazon qui quitte le Québec, selon, dans les grandes discussions, c'est à cause que le syndic voulait trop s'en mêler. Puis ça, c'est une culture. Les gens, honnêtement, les gens oublient l'importance de la compétitivité, puis qu'on commence à regarder beaucoup pour faire de la business à un niveau plus grand que juste le niveau local. Fait que quand tu prends des business comme Amazon, puis je sais pas de les défendre ou quoi que ce soit, là, mais quand ils regardent leur échelle de productivité puis leur compétitivité, ils la regardent d'un point de vue international et non national. Il y a beaucoup de compagnies qui s'installent pas au Québec juste à cause de la loi 101. L'obligation que tout soit mis en français, de changer le nom, tout ça vient avec des enjeux, puis à un moment donné, de dire que à force d'essayer de tout le temps protéger ce que des gens pensent qui est important, on néglige l'avenir, on néglige l'avancement. Le Québec, en ce moment, recule versus ses pairs, ou versus les États-Unis, versus l'Ontario, versus le reste du Canada, versus l'Europe. Le Québec, en ce moment, recule à cause de beaucoup trop d'éléments. Tu sais, c'est beaucoup culturel, là aussi. Ben, en fait, il y a le côté culturel, mais tu sais, je retourne à le protectionnisme, simplement. Les gens essayent de protéger des affaires qui ne nécessitent pas d'être protégées, basées, tu sais, j'aime bien utiliser l'expression, là, j'ai tout le temps fait ça de même. Fait au Québec, on a cette mentalité-là très forte de dire, ça a tout le temps été de même que ça a été fait, mais tu sais, si ça fait 60 ans que tu cloues avec un tournevis, tu le fais quand même pas de la bonne façon. Que ça fasse 60 ans que tu le fais ne justifie pas que c'est la bonne façon de faire les choses. Après ça, tu sais, autant au niveau de l'éducation, comme on parlait un petit peu tantôt, autant au niveau des affaires, autant au niveau de l'actionnariat, du reprenariat, autant au niveau de notre société au complet, on peut pas continuer de faire les choses comme on le faisait en 1960 en 2025. Les choses changent. On regarde des véhicules autour de nous, là. Il n'y a aucun de ce type de véhicule-là qui existait en 1960. La construction est plus la même. L'automobile est plus la même. La consommation est plus la même. Le crédit est plus la même. La gestion de l'argent, la valeur de l'argent, la valeur de l'inflation, les valeurs des personnes, la consommation, l'accès à l'information. Il n'y a plus rien ou à peu près qui est la même chose qu'il y a 50 ans ou 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on s'entête à essayer de dire on va continuer de faire les choses comme on l'a toujours fait? C'est plus la bonne solution, c'est plus la bonne façon de faire les choses. Puis, tu sais, j'appuie sur ça, tu sais, parce que j'ai parlé, tu sais, aussi avec un des propriétaires d'ici. Puis justement, je posais la question, c'est quoi la différence que tu vois entre la nouvelle génération qui achète ce type de voiture-là, contrairement à l'ancienne génération? Puis une des
son observation primaire, c'était beaucoup sur l'expérience et la valeur de l'automobile, par exemple. Parce qu'un jeune qui va l'acheter, il va l'acheter pour... Ça se peut que ça soit sa voiture de tous les jours. Le monsieur qui a travaillé fort pour se l'acheter, il fait pour... C'est mon cadeau. Je vais le protéger, je vais la nettoyer. Je la sors seulement quand il fait beau. Fait qu'il y a deux façons de voir les choses où est-ce que à la fois tu as le même produit qui se vend, mais pour des raisons complètement différentes. Mm-hmm. Puis c'est là que je reviens encore là, du moment que peut-être le leadership, la pensée, la narration populaire va commencer à prendre le chiffre-là de « Oh, les choses sont faites différentes maintenant », je pense qu'on va voir une évolution des choses. Puis, je l'espère, en tout cas. Puis comme, tu sais, moi, la fierté que j'ai ici au Québec comme étant d'une famille immigrante, c'est que je trouve que on est tombé à la bonne place sur la map du monde. Mais il y a encore là comme certaines choses qu'il faut que on travaille, il faut qu'on continue à améliorer. Ou est-ce que c'est plate parce que on commence à voir, il y a une énorme base, une énorme communauté, surtout entrepreneuriale, qui est en train de déménager. Oui. Justement parce que je peux mettre moins d'efforts et avoir plus ailleurs. Je vais te donner un exemple, OK? Puis là, je suis pas en train de dire à personne de faire ça, là, mais on va juste aller avec des exemples super, super simples. T'aimes-tu ça, toi, quand il fait chaud? J'adore. Moi, j'aime ça quand il fait chaud. Même si j'adore le hockey, là, j'aime ça quand il fait chaud. En Floride, il y a no corporate tax, no state tax. C'est que tu payes des taxes plus chères sur ta consommation, mais tu payes pas d'impôt provincial. C'est des states, là, c'est des États, mais dans le fond, l'équivalent serait provincial. Mm-hmm. Fait que t'en payes pas, il y en a juste pas. Parmi les gens qui nous écoutent, là, combien de personnes ou combien de propriétaires d'entreprises seraient capables de dire « Je vais continuer de faire exactement ce que je fais avec exactement les mêmes clients, exactement la même business, basé en Floride, basé au Delaware, basé au Texas, au lieu de le faire à partir du site. » Concrètement, là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font du remote working maintenant, qui travaillent à partir de la maison. Mais si tu vas le faire à partir d'ailleurs, tu payes beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de taxes. Là, après ça, là, je vais me faire lancer des roches en me faisant dire « Ah, mais là, la santé ici, c'est gratuit. » Si tu es un entrepreneur à succès, c'est pas gratuit. Regarde la quantité de taxes et d'impôts que tu payes pour ça. Tu t'achètes une... Tu sais, nous autres, on a regardé cette possibilité-là. Ma femme ne voulait pas déménager, mais c'était 7 000, 8 000 $ par année pour le health insurance en Floride pour toute ma famille, pour l'année. Je paye 6 000 $ par année, 5 500, 6 000 de Régie des rentes du Québec. C'est grand équivalent, puis là-bas, tu as un service privé. Ouais, mais c'est du privé, puis là, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une rencontre privée avec Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, il y a quelques années, justement, à Orlando. Puis il explique, il dit, ce qui est le fun au Canada, c'est que le système de santé est accessible à tous. En Floride, par exemple, t'attends pas. Si tu as une bonne assurance, t'attends pas, t'as pas d'enjeu, tu te fais traiter puis tu es servi comme étant un client et non un patient. Tu sais, une bonne vieille joke de Laurent Paquin, au Québec, on appelle ça un patient, puis va-t'en à l'urgence, va comprendre c'est quoi en esti être un patient, mais il y a une différence dans la façon que tu vas traiter ton client versus ton patient. C'est vrai ça, il faut comment dire. Puis patient, t'es mieux d'être patient. Ironiquement. C'est ça pareil? Est-ce que toi, tu es investi à l'extérieur du Québec? As-tu vu des opportunités? Admettons, tu as mentionné, comme ça, j'ai compris, l'Ontario, aux États-Unis, tu es aussi impliqué dans l'immobilier. C'est quoi ta relation derrière tout ça? On est impliqué en immobilier un peu partout au Canada. On est impliqué dans des entreprises en opération un peu partout au Canada. J'ai pas le contrôle sur aucune de ces business-là. Je suis un investisseur. Puis tu sais, il y a plusieurs des business dans lesquels je suis un des propriétaires, mais je suis simplement un investisseur. J'ai mis de l'argent, ça me retourne. Tu sais, c'est des business dans lesquels je suis un des propriétaires, mais c'est pas moi qui la gère. Souvent, ce bout-là, les gens ont de la misère à comprendre quand j'explique que j'ai plusieurs entreprises. Les gens ont de la misère à comprendre la différence entre j'ai les mains dedans puis je fais l'opération versus j'ai des parts dans cette société-là parce que j'investis.
Ça, c'est une nuance importante à apporter que les gens souvent ne comprennent pas. Mais en ce moment, on n'a rien aux États-Unis. On est en acquisition en ce moment aux États-Unis. On est en étude de projet dans 5 États américains pour principalement de l'immobilier puis des business liés à l'automobile. OK. OK. Quelque chose aussi que je suis curieux. Tu es un investisseur, puis c'est l'autre personne, tu sais, dans le fond, ça va être l'entrepreneur, le owner qui va s'occuper, tu sais, vraiment des opérations. Tu fais confiance à cette personne-là par défaut. Parce que tu as mis ton argent, puis tu sais déjà que, OK, l'argent va fructifier parce que je t'ai mis là. Faire confiance à quelqu'un puis mettre de l'argent ne veut pas dire d'être fou. Tu sais, mon devoir, à moi, ma tâche, Ton due diligence, ouais. C'est de regarder ce qui se passe. C'est tout. Mais après ça, tu sais, puis je vais te poser la question. Remettons, ici, le Lamborghini Montréal. J'achète, c'est pas le cas, mais je donne un exemple. J'achète 2% de Lamborghini Montréal. Est-ce que je vais devoir venir chez Lamborghini Montréal à toutes les semaines pour vendre des chars ou me mettre à gérer comment est-ce que Pascal gère sa business? Non. Non. Moi, je fais un chèque, puis à la fin de l'année, là, à 2%, tu fermes ta gueule, puis à un moment donné, tu reçois un chèque avec tes dividendes, puis tu dis merci. C'est plate, mais ça, c'est la réalité. Puis ça, c'est qu'est-ce que toi aussi t'as. Ben, moi, c'est beaucoup ça. C'est ça qu'on a fait beaucoup. Si tu as en bas de 20% d'une business, c'est pas un conseil légal ce que je dis, là, mais dans les faits, si tu as moins de 20% d'une business, ferme ta gueule. Fait que c'est quoi que tu regardes justement dans un type de modèle comme ça? C'est quoi que tu regardes? C'est sûr que tu dois regarder genre les états financiers, tu regardes l'entrepreneur. Qu'est-ce que vraiment toi, où tu vas mettre tes yeux en premier, puis comment tu vas prendre ta décision de... La personne. Mon premier critère, c'est la personne. Si j'ai l'impression que l'opérateur, le gestionnaire, l'autre propriétaire, appelle-le comme tu veux, mais si j'ai l'impression que l'opérateur, je peux y faire confiance, qu'il est compétent dans ce qu'il fait, puis qu'il est coachable, c'est les premiers éléments que je vais regarder. Coachable. Hier, encore une fois, il a dit la même chose. Puis on dirait que ça, c'est justement un make or break. Tu deals avec quelqu'un qui pense tout savoir. Ouais, honnêtement, c'est la chose la plus problématique. Les gens, les gens veulent tout qu'on s'implique dans leur business parce qu'on est capable de les faire grossir de beaucoup. Mais je vais prendre le meilleur exemple le plus simple que je peux te donner, là. Tu viens chez nous, puis je te donne un spag, puis tu goûtes, puis tu fais comme « Wow, Alex, c'est la meilleure sauce à spag que j'ai mangée de ma vie. Je veux faire la même sauce à spag que toi. » Parfait. Voici la recette de sauce à spag. Fais-la. Là, tu arrives chez vous, tu dis « Ah, moi, j'aime pas ces champignons. Ah, j'aime pas ça, moi, les piments verts. J'aime pas ça, les oignons. » Là, après ça, tu fais la recette, puis t'enlèves les champignons, les piments verts, puis les oignons. Là, après ça, tu goûtes la sauce, puis tu viens me voir en disant « Christ, t'es un esti de menteur. Ça goûte pas pantoute la même affaire que ce que tu m'as fait goûter chez vous. » Moi, je regarde, je suis comme « Mais t'as enlevé 10% des ingrédients. C'est sûr, t'auras pas le même résultat. » Si la personne, quand tu fais des tests avant de t'associer, avant de faire puis de finaliser la transaction, tu te rends compte que la personne, elle sera pas coachable, elle va penser qu'elle a raison, elle va challenger toutes les positions, tout ce que tu vas lui dire, ben, il faut que tu sois conscient c'est quoi le défi réel dans lequel tu t'embarques. Il prend combien de temps le processus, dans ton expérience, vraiment, du moment que tu as pris connaissance, OK, cette entreprise-là, je pourrais peut-être investir, jusqu'au moment que tu fais la transaction de faire le chèque? On a des entreprises qu'on a fait l'acquisition en dedans de 15 jours, que c'était juste un fit naturel d'une personne qu'on connaissait. On en a que ça a pris 4 ans. OK. Donc, on n'était pas certain, puis on est allé avec des contrats d'options qu'on a étirés, puis que finalement, ça a bien été, mais d'autres que finalement, ça va pas bien, puis on sortira. Tu sais, il faut comprendre que 90% des options qu'on a, on les exécute pas. Combien dans ta décision, est-ce que tu te fies à ton intuition et la rationalité? Ben, c'est deux éléments qui sont pas mutuellement exclusifs, mais quand même opposés. T'sais, si j'ai un bad feeling, pour moi, c'est pas un critère pour sortir. Mais c'est un critère pour en parler avec ma femme, puis aller chercher son feeling, son impression. Parce que des fois, j'ai un bad feeling parce que
sais, comme n'importe qui, j'ai un petit côté d'auto-sabotage où est-ce que ça a l'air juste trop beau, ça a l'air juste trop le fun, puis j'ai un mauvais feeling. Des fois, il y a quelque chose que je vois pas. Fait que, tu sais, si tant et aussi longtemps que ce feeling sera pas complètement effacé, j'irai pas de l'avant avec une transaction. Mais c'est pas une raison de sortir d'une transaction, c'est une raison d'explorer puis de voir. OK, intéressant. Parce, c'est le point que j'aime bien de ça, c'est justement le gut feeling parce que, tu sais, dernièrement, j'ai pris une mauvaise décision, mais mon gut feeling me disait de ne pas le faire. Mais encore là, j'avais peut-être un autre sentiment qui disait essaye-le, essaye-le, essaye-le. Puis à ce moment-là, tu sais, que cette décision a été prise, c'est là que j'étais comme, tu sais, quoi, à partir de maintenant, tu sais, j'ai beaucoup plus questionné mon gut feeling, à quel point il se sent par rapport à cette décision que tu vas faire. Je vais prendre un exemple un peu absurde, et tu vas comprendre, je pense, ce que je veux dire. Tu t'en vas à l'épicerie demain matin. Puis tu regardes le comptoir des gratteux. Puis là, il y en a un que tu sais pas pourquoi, la couleur, le rayon de lumière, il y en a un en particulier qui te parle. Puis là, tu prends 10$, 20$, je sais pas combien ça coûte un gratteux, j'achète pas ça. Mais il te parle, puis là, tu l'achètes. T'avais un gut feeling en le regardant. Si tu gagnes, tu dis, ah, c'est mon feeling, j'avais raison, j'avais l'intuition que c'était un bon achat. Puis si tu perds, tu fais comme, tu vas vivre une déception importante basée sur le fait que tu as eu une impression basée sur fuck all. Mm-hmm. Fait que le gut feeling, l'intuition, c'est bon, mais ça dit pas tout. Fait que c'est pour ça que je pose la question, c'est comme combien genre de pourcentage dans ta décision que tu mets sur ton gut feeling versus où est-ce que, OK, ben, montre-moi les chiffres, montre-moi la rationalité des choses. Ben, c'est un peu des deux. Parce que dans le fond, si à la base, j'ai pas un bon gut feeling avant de commencer un processus transactionnel, il se passera rien. Tu sais, il faut que j'ai du fun de travailler avec le monde, il faut que je pense que ça va être une bonne affaire, mais le contraire aussi est vrai. Tu sais, mettons, je vais te donner un exemple, là. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai voulu me mettre en affaire avec eux autres. J'ai essayé d'aller vite parce que on avait des opportunités, puis j'aimais beaucoup ces personnes-là. Puis finalement, les babines suivaient pas les bottines, puis là, ils essaient de me faire de la merde parce que je les ai sortis d'un projet. Puis tu sais, il faut que je gère tout ça. Mais mon gut feeling au début était, il faut qu'on aille de l'avant avec eux autres, c'est vraiment la bonne affaire. Puis au final, ça m'a nuit énormément. Ça serait-tu comme une de tes plus mauvaises expériences que tu as eues? Ouais, puis c'est super récent en plus, là. Fait que, tu sais, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que tout n'est pas réglé, mais. Tu sais, c'est. Le gut feeling, c'est pas tout. Avant, tu sais, il y a des affaires. J'ai pressé les choses pour mes. Parce j'avais tellement pas. J'avais tellement confiance que ça irait bien à cause des personnes. Que finalement, ben, j'ai fait, ben, regarde, on va laisser faire la procédure, on va aller plus vite, puis that's it. Puis là, ben, finalement, c'était pas une bonne idée pantoute, là. D'un point de vue financier, c'est quoi que tu regardes comme données, tu sais, à part le bailleul, la marge de profit, y a-tu des éléments, toi, que tu vas aller chercher en premier, juste pour être sûr, les prévisions? Un peu toutes ces questions. Ça dépend du montant investir, ça dépend du projet. T'sais, une des choses que je vais regarder, c'est le potentiel. Puis mon apport réel, qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis après ça, tu sais, mettons, je vais prendre l'exemple de la business qu'on parlait tantôt dans le domaine agricole. À 20 millions de chiffre d'affaires par année, je pense que cette business-là, de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, a le potentiel d'avoir 100 millions. Les marges sont correctes, mais je pense que les marges sont pas assez bonnes puis qu'ils se laissent. Je pense qu'il y a des erreurs au niveau de la gestion, au niveau du management sur la façon de gérer leurs marges. Puis tu sais, c'est ma perception complètement externe, hein, mais c'est basé sur le peu de connaissances que j'ai. Ouais, je comprends. Fait que, même si eux autres avaient une marge de 5-6%, est-ce que leur marge réelle pouvait être dans les alentours de 12, 17, 20%? Je ne sais pas. Moi, j'avais le feeling qu'on serait capable de monter les marges plus dans l'entour de 12-15% des marges nettes. Puis quand je parle avec leur comptable puis leur contrôleur à l'interne, 10, c'est pas mal le maximum possible d'aller chercher. Fait que, ça me dit à quel point est-ce que je suis pas aligné sur la réalité de leur marché.
OK. Basé. Fait que, tu sais, les gens souvent vont regarder les éléments en comprenant pas l'impact réel. Tu sais, une business qui a 20 millions de chiffre d'affaires en vente dans des produits. Tu sais, ici, mettons, là, les chars, ça joue entre 250 000 puis 4 millions, 5 millions, mettons. Fait qu'ils doivent avoir mettons, en partant avec le principe qu'ils vendent 100 chars par année, ben, je sais pas combien qu'ils en vendent, là, j'ai aucune idée, mais tu sais, mettons qu'ils ont un chiffre d'affaires de 75-100 millions par année, ça. Mais s'ils font 2% de profit par char, c'est 2 millions de profit sur 100 millions de chiffre d'affaires, mettons. Fait que la même business, le même chiffre d'affaires en service, sur une business de 100 millions, c'est 85 millions en profit. Fait qu'il faut que tu sois capable de comprendre, selon le type de business que tu as, selon ta capacité de scaler up, sont où réellement tes marges, où est-ce que tu es réellement capable d'aller chercher du bénéfice, puis où est-ce que tu es capable de vraiment créer de la valeur. Fait que les chiffres sont intéressants et importants, mais surtout dans leur contextualisation. Est-ce que tu investirais dans une business qui est pas rentable, mais que tu vois que tu peux amener de la valeur dessus? Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait, investir dans une business qui est pas rentable ou ce que je pense que je peux créer de la valeur. Est-ce que je le ferai encore? Probablement pas. Tu sais, une business qui est pas rentable, normalement, c'est une business qu'il va falloir faire du redressement. Puis faire du redressement, c'est tough. C'est tough parce que ça vient avec l'obligation souvent de remercier des gens, de faire des modifications importantes dans la réalité de tout le monde, changer la business, changer son ADN. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est le bout que je veux pas faire. La raison pourquoi est-ce que je pars plus de business puis que j'opère, en fait, que j'optimise des business existantes, c'est pour éviter tout ça. Mm-hmm. Non, je comprends. Puis là, ton portfolio ressemble à quoi? Tu as combien de business dans ton portfolio à toi? Puis ça ressemble à... C'est quel vertical que... Ailleurs qu'au Québec, on a une vingtaine de business, puis il n'y en a aucune dans lesquelles j'ai vraiment mon mot à dire. Tu sais, j'ai acheté des parts dans des business, puis c'est gros. Dans nos business en immobilier qu'on achetait déjà des bâtisses, les gars ont dit, regarde, on va faire l'acquisition de la ligne verticale, mettons la compagnie d'armoire, la compagnie de plancher, des choses de même. Veux-tu participer avec nous autres? Mais tu sais, j'avais 2%, 3% de la business en immobilier à la base. J'ai plus de parts dans certaines bâtisses, mais dans la business en immobilier, j'avais pas grand-chose. Fait que j'ai accoté le montant en argent pour être propriétaire du holding qui va détenir tous ces business-là en arrière. Fait que tu sais, je suis impliqué dans plusieurs de ces business-là, mais je suis pas opérationnel, je suis pas gestionnaire. C'est pas moi qui ai mis sur le steering. Après ça, on a fait 4 acquisitions en 2025. 4 acquisitions en 2025. On en a d'autres qu'on avait faites que finalement, on était en train de faire les processus d'acquisition qu'on est sortis. On a une dizaine de compagnies en ce moment sur le board qui sont en négociation, qu'on ne sait pas encore si on va aller de l'avant ou pas. Puis en ce moment, on a 4 projets quand même intéressants qu'on regarde pour le développement aux États-Unis, puis un en Europe. C'est quoi le rendement de ton portfolio? Ça dépend. Mettons, global, genre, t'as-tu établi? C'est difficile de répondre à ça, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une business qu'on a acheté sans mettre de mise de fonds. Qu'on a juste injecté du temps puis de l'énergie des contacts, mais j'ai pas mis une crise de scène. Fait que si je mets pas une scène dans un projet puis que je fais 100$, mon rendement tombe infini. En pourcentage, là, dans le fond, quelque chose basé sur 0 tombe infini comme rendement. Il n'y a pas de pourcentage qui va pouvoir définir. 10$ de rendement sur 0$ investi, c'est un rendement qui est infini. Il n'y a pas de pourcentage qui justifie ça. Fait que c'est très, très, très difficile de répondre à ta question parce que souvent, dans notre modèle d'affaires, on n'injecte pas d'argent. Notre modèle n'est pas d'acheter des parts dans des business, c'est de prendre en option des parts dans des business basés sur un scale-up. OK. Puis je posais la question juste pour voir vraiment, tu sais, s'il y aurait-tu genre certains types de business qui ont un plus gros rendement, mais à cause que peut-être d'autres sont un petit peu plus basses, puis tu vois genre une prévision que je vais pouvoir l'augmenter, ben ça fait, tu sais, normaliser peut-être un montant, tu sais, qui est plus non, ce que je regarde, neutre. C'est beaucoup mon investissement de temps. Parce que je vais prendre un exemple. Si tu me dis, là, achète... Alex, tu vas devenir partenaire avec nous autres dans une business qui a 100 millions de chiffre d'affaires, mais qui a 2
2 millions de Bayeux à la fin de l'année, tu as juste 2% de marge. Mais ce business-là est quand même plus intéressant d'être partenaire dedans qu'une business qui a 100 000 de chiffre d'affaires puis 50 000 piastres de Bayeux. Parce qu'en termes de Bayeux, en pourcentage, le rendement est meilleur, mais en termes de dollars réels, le rendement est moins bon. OK. Puis, concernant les opportunités, quelque chose que je sais que, tu sais, entre les lignes de nos discussions, tu es très optimiste sur l'intelligence artificielle. À part ça, tu vois-tu d'autres opportunités d'entreprise que tu vois dans le marché à cause de, admettons, genre des changements, genre politiques, ou sinon juste technologiques, ou sinon juste culturels, tu sais, tendances? Je me tiens loin de tout ce qui est tendance parce que je ne suis pas puis connais pas les modes. Fait que je suis vraiment pas un expert là-dedans. Fait que je veux pas me lancer là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment à mettre dans mon portefeuille, c'est les biens de base qui peuvent pas être remplacés. Fait que les gens vont toujours avoir besoin de se loger. Les gens vont toujours avoir besoin de se nourrir. Les gens vont toujours avoir besoin de se divertir. Fait que c'est 3 éléments que moi je regarde beaucoup. Sinon, j'observe de mes yeux, de ma réalité, un besoin croissant des gens de connecter entre eux en personne versus sur les médias sociaux ou en virtuel. Il y a eu tellement, les gens, la vie nous a tellement ramené de plus en plus à soit chez vous, puis sors pas, on va te livrer ta bouffe, on va te livrer ton épicerie, on va te livrer ton papier de toilette, on va te livrer tout ce que tu veux avec Amazon dans 24 heures chez vous. Ben, c'est 24 heures au Québec, là, mais c'est 4 heures bien des places aux États-Unis. Puis t'as pas besoin de sortir de chez vous pour aller travailler. Reste chez vous, fais juste être chez vous. Qu'à un moment donné, ça, les gens ont... L'être humain, à la base, est un animal social. Il a besoin de sortir et puis de voir d'autres humains. Fait que des business qui rassemblent les gens autour de visions, de passions communes, qui va aller chercher l'émotion des gens, c'est des affaires que je regarde puis que je trouve vraiment intéressantes. Mettons une business qui est un centre de divertissement pour enfants autistes. Tu vois, mettons, j'investirais pas, basé sur le fait qu'il y a énormément de paramètres puis d'éléments que je ne connais pas, contrôle pas. Puis l'élément autiste à côté vient apporter une couche de sensibilité personnelle où ce que je voudrais pas faire quelque chose qui est irrespectueux pour ces personnes-là. Puis je voudrais pas non plus faire quelque chose qui est pas adapté à leur réalité. Fait que je sais pas si le bon terme c'est respect ou par éthique. Par éthique, c'est une business avec laquelle je ferais vraiment attention. Je pense pas que j'irais de l'avant parce que je vois trop d'enjeux sensibles pour le gars raide et rough que je suis. Ça peut aller, genre, ça peut très mal paraître ou juste... c'est même pas une question d'apparence, c'est plus... Je connais beaucoup de gens qui souffrent du TSA. Il y a beaucoup de ce genre de personnes-là avec qui j'ai grandi, puis moi, j'ai beaucoup trop de respect pour ces gens-là pour dire que j'essaierais de... mettons, l'autisme, par exemple, c'est large, là. C'est vraiment, vraiment large. Fait que de dire que on va essayer d'avoir un one size fit all pour ces personnes-là, en tout cas, je le vois pas. Fait que je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est quelque chose que je ne connais pas assez ou pour lequel j'ai pas assez de compréhension. Je comprends le besoin, puis je pense que c'est un beau modèle. Je vois juste pas comment je suis pas la bonne personne pour être capable d'apporter ce genre de projet-là à bien. C'est comme par exemple, OK, si j'en ai un autre projet que j'ai vu hier, c'est peut-être dans le hockey, tu pourrais le comprendre, mais lui, ce qu'il a développé, c'est juste une grippe autour, genre des bâtons de hockey. Fait que c'est comme c'est dur à dire parce que lui, il veut plus... C'est une alternative au collant. Fait qu'il dit, genre, tu mets ça, tu le wraps, puis après, t'enlèves genre un truc, puis en 2 minutes, t'es prêt à grip. Tu vois, mettons, parce que je connais beaucoup le monde du hockey, j'irais probablement pas de l'avant parce que la majorité des joueurs sont superstitieux sur leur façon de faire. Fait que tu sais, il y a Rocket Grip, par exemple, qui fait des affaires de même, puis ça pogne moyen. La majorité des joueurs veulent avoir leur grip, puis les gars changent leur bâton souvent. Fait que tu sais, je comprends l'idée, moins mon kick.
Mais je comprends l'idée. C'est intéressant parce que, regarde, moi, quand j'ai vu, je trouvais ça cool. Parce que aussi, la façon qu'il faisait, tu sais, en 1 minute, c'était déjà rap et tout. Mais maintenant que tu amènes un nom que moi, je connais pas, justement, le côté plus émotionnel, le côté plus personnel même. Mais tu vois, un peu dans la même optique, tu me dis, Alex, t'achèterais-tu une équipe de sport? Oui. J'achèterais des équipes de sport, c'est quelque chose qui m'intéresse. T'achèterais-tu un aréna? T'achèterais-tu un stade? Oui, c'est le genre de business qui pourrait m'intéresser. Hey Alex, on part un nouveau centre de réalité augmentée pour le sport, où est-ce que les gens ils ont des écrans un peu comme du golf intérieur, mais de plusieurs sports, puis que les gens peuvent faire des simulations à l'intérieur avec des lunettes de réalité augmentée. Oui, tu sais, je connais pas ça, mais à l'œil, mettons, ça m'intéresse, ça m'excite. Est-ce qu'au final, j'irai de l'avant avec le projet? Peut-être que oui, peut-être que non. Il manque énormément d'informations, mais c'est genre d'affaire que ça divertit les gens, ça les amène ensemble, fait que ça va un peu dans la ligne de où est-ce que moi, je pense que je suis capable de créer de la valeur. Mm-hmm. Puis prenons les marchés de luxe, comme ici, les voitures de luxe, parce que c'est très niche, c'est une clientèle très sophistiquée, différente. C'est quelque chose qui t'intéresse. Oui, parce qu'il y a de la demande pour ça. Puis les gens en 2025, surtout les gens qui sont plus confortables, visent à vivre des expériences aujourd'hui. Les gens veulent pas dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. Ils veulent vivre quelque chose. Ils veulent avoir une émotion. Fait que, tu sais, tu connais un peu mon amour pour les autos, là, tu sais, moi, quand j'arrive dans une place comme ça, j'ai goût de toutes les acheter. Fait que si moi, j'arrive dans un setup comme ça, c'est sûr qu'il y a d'autres mondes que oui. Fait que travailler, peut-être pas acheter le concessionnaire, parce que je pense pas que Pascal voudrait me le vendre, mais tu sais, si Pascal me propose de l'acheter, je pense que je l'achète. Une discussion à avoir, ça serait pas d'avoir. Puis finalement, regarde, dernière question que j'aurais autour de ce sujet-là, tu sais, c'est quoi tes conseils concernant, tu sais, justement les opérateurs qui ont peut-être une business qu'ils auraient à vendre, puis ils voudraient te l'adresser, ou sinon, tu sais, vraiment d'un point de vue très genre général, qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait prendre en considération s'il veut vendre une entreprise et qui veut parler peut-être à un investisseur, justement? Premièrement, prépare-toi. T'sais, viens pas voir un gars comme moi ou comme un Vincent Goudzo pour y vendre ta business si tu t'es pas préparé. Prépare un pitch, prépare quelque chose de solide, sois prêt, maîtrise tes chiffres, maîtrise tes affaires. Fais-toi aider à la limite d'un chat GPT de ce monde pour te faire challenger sur toutes les différentes questions. Puis l'autre élément, accepte le non. Parce que si tu viens me voir me proposer d'acheter ta business, ça se peut que je dise non. Puis ça se peut que j'ai plein de raisons, que la raison peut être juste présentement, là, j'en ai plein mes bobettes puis j'ai pas le temps d'acheter une business de plus. Peut-être le timing, puis... Fait que tu sais, ça peut juste être ça, la réalité. Fait que accepte cette réalité-là puis sois respectueux. Parce que si tu viens me voir en me proposant ta business puis que finalement le timing n'est pas là pour moi, tu peux simplement terminer la conversation avec une réponse super claire et super respectueuse du genre « Hey, écoute, Alex, merci pour le temps que tu as pris à m'écouter. Je comprends qu'en ce moment, le timing n'est pas là ou que tu n'as peut-être pas d'appétit pour ça, puis c'est correct. Parmi les gens que tu connais, qui est-ce qui pourrait avoir un intérêt pour ça? Puis si c'est pas pour moi, puis que je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre pour avoir de l'intérêt, je vais te le référer. Puis si je pense que non, personne ne devrait avoir d'intérêt pour ça parce que ce que tu vends, c'est de la merde, ben je vais te le dire aussi, puis me dire pourquoi. Puis même de l'autre angle, pour ceux qui veulent devenir un investisseur, toi, c'est quoi vraiment que tu as appris par toi-même, que c'est un conseil que tu sais déjà que, tu sais, si je te donne ce conseil-là, tu sais, c'est comme c'est une valeur que... Protège-toi, man. Protège-toi. Aie des contrats clairs, puis laisse faire tes émotions, puis tes contrats de coin de table, c'est une napkin. Prends pas de chat GPT pour te faire un esti de contrat. Fais affaire avec un bon avocat. Mais comprenons-nous, là, fais jamais négocier ton avocat pour toi. Prends-toi un bon avocat qui va t'aider, qui va te conseiller toi en privé. Négocie tes shit toi-même. Parce que si tu mets tout dans les mains d'un avocat, l'avocat bill à l'heure. Fait qu'il va te bill à l'heure pour essayer de trouver des petites places où ça va accrocher. Mais prends un bon avocat pour te faire conseiller, te faire comprendre c'est quoi les risques auxquels tu t'exposes. Puis après ça, négocie tes deals toi-même. C'est intéressant, ça. C'est le conseil que j'attendais à entendre. Hey, Alex, on fait un part 3? Ça va me faire plaisir. Je sais exactement où est-ce qu'on va le faire. OK, j'ai hâte de voir ça.
Ben, hey, plaisir de t'avoir reçu ici à mon bureau Méchant nomade. Beau bureau. Méchant beau bureau. Regarde, on est ici pour upgrade. Ça veut dire à chaque fois. La prochaine, regarde, la barre va être haute à chaque fois. Mais regarde, c'est toujours c'est le fun. Regarde, j'ai adoré ça. Parce que je pense qu'on a déjà brisé la glace sur qui tu étais. Maintenant, je sais déjà beaucoup plus. On a eu même d'autres échanges à part ça. Mais maintenant, tu es rentré en profondeur sur un sujet qui te touche à cœur. Moi, ça m'a répondu à des questions que comment positionner d'un point de vue, OK. Je vais dire oui pour un part 3, mais on va parler beaucoup de philanthropie. Ça, c'est le prochain sujet. Ici, on va voir genre vraiment des tomes. Ben, philanthropie au prochain sujet, vous êtes partants, guys. Puis tu sais quoi? Pascal, puis Sam, eux, ils investissent beaucoup, ils en donnent beaucoup en charité. Ils trouvent que, tu sais, comme, gars, j'ai accès à quelque chose privilégié, mais je veux en donner, je veux avoir d'autres personnes qui veulent en profiter, tu sais. Puis je pense que ça, c'est une bonne discussion peut-être à avoir. Puis c'est intéressant, justement, parce que ils m'ont abordé même avant qu'on commence. Hey, ça serait moins intéressant de parler de ça, la charité, redonner. Ouais. Puis tu m'emmènes la philanthropie, OK. On va redonner au suivant. Ben merci. J'apprécie juste de te donner de ton temps. Fait que ça, c'est vraiment des conseils qui sont super précieux. Puis regarde, c'est ça qu'on fait. Merci beaucoup tout le monde. Ben merci les guys. Il y a aussi podcast directement du Lamborghini Montréal. Let's go.